Alors les amis, ce que vous allez voir est la deuxième partie de l'épisode 5. Les algorithmes YouTube n'ont pas voulu que je la publie d'un seul tenant. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc j'ai dû la scinder en deux. Donc autant vous dire que la moitié de ce que vous allez voir ici va vous passer complètement au-dessus de la tête si vous n'avez pas visionné la première partie. Alors si c'est pas déjà fait, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut. Sinon, bonne vidéo. Oula, direct. Ah oui, ça traîne pas. Les loups sont affamés et voraces. Regardez, on passe directement de la route à l'intérieur de la voiture, avec en continuité, c'est important, la même avancée des motards d'un plan à l'autre. Ils sont donc cinématographiquement propulsés vers l'avant, renforçant cette impression qui se jette sur nous. Impression d'autant plus saisissante qu'on enchaîne par coups de pied, coups de baramine, explosion de la vitre en plein dans notre face et réaction terrorisée du jeune conducteur. Et pas le temps de dire ouf qu'on retourne sur cette vitre que le motard termine d'éclater et surprise. Oh purée. Ah oui, l'attaque surgit de partout. Et dis donc, ils y vont fort là. Et c'est que le début. Ah oui, parce qu'on va avoir droit à 40 secondes non-stop de massacre. Et la cinquantaine de plans là que vous voyez va défiler sous nos yeux. Ça va aller vite, très très vite. Mais alors attention, pas n'importe comment. Parce que la profusion et la rapidité, c'est ce que ça donne souvent. Une bouillie infâme où on perd tous nos repères et on ne comprend plus rien. Non, ici vous allez voir, tout est construit, précis et ça frappe là où ça fait mal. Allez, assez parlé, c'est reparti. La horde finit d'exploser toutes les vitres. Et là, si vous ressentez un certain étouffement, c'est normal. Parce que 1, tout est filmé de l'intérieur. On se prend les coups de pied, les coups de masse et les bris de verre dans la figure. 2, avec le regard de la jeune femme qui tourne la tête pour passer du pare-brise à la lunette arrière, le montage nous aide à spatialiser les éléments et renforce la sensation que l'assaut vient de partout. Et 3, parce que le cadrage est systématiquement d'un plan à l'autre serré, voire très serré. Regardez comme on est collé contre le visage terrifié de la jeune femme. Et ensuite celui du garçon qui vient littéralement se cogner contre nous. Et cut, on revient sur la jeune femme qui se protège d'une attaque sur le côté. Ils sont l'un sur l'autre, on se sent terriblement à l'étroit, on suffoque, on est piégé comme des sardines dans cette voiture devenue une véritable cage infernale. Stop! Là, vous avez remarqué, on est passé à l'extérieur. Alors vous pensez peut-être qu'on va prendre l'air et qu'on va respirer, mais pas du tout. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas changer, les plans rapprochés. Pas un seul plan large. Celui-ci, on le garde pour la fin et vous allez voir, il va nous faire un drôle d'effet. Allez, c'est reparti. Maintenant, on voit les motards qui se déchaînent comme des malades sur la voiture. Filmés en contre-plongée avec leur casque, ils sont bien impressionnants. Et regardez l'efficacité de chacune des frappes. On envoie le coup... Cut, la voiture reçoit le coup. Alors après ces quelques plans, on a compris que les motards étaient surexcités. On va passer à une série de plans exclusivement sur leur coup. Et c'est parti pour le massacre total de notre petit chaperon rouge. Et là, c'est pas peu de dire qu'on sent l'acharnement de la meute. Chaque petite parcelle est brisée, explosée, démontée, éventrée. C'est un carnage absolu. Et vous entendez le cri? On a l'impression que c'est la voiture qui hurle sous la torture. Alors le rythme s'accélère et arrive un truc qui était complètement absent depuis le début de la poursuite. Jusque-là, nos oreilles ne baignaient que dans les bruits de moteur, de casse et de cris. C'était brut comme on dit. Et donc là, précisément où tout s'accélère, survient à grand renfort de violon une musique. Apparition qui se fait du coup d'autant plus émotionnelle. Et avec son motif combiné avec ses plans de casse qui semblent tourner en boucle, on se sent emporté dans une spirale infernale. Et là vous avez vu, on vient de replonger dans l'intérieur étouffant de l'habitacle. Alors c'est la peur, l'hystérie complète, la panique la plus totale. Et on arrive à ce plan. Ah oui, l'image est très forte. Quand on sait la sauvagerie qui l'attend à l'extérieur, c'est absolument horrible. Et de voir ce type passer par la fenêtre, à chaque fois, ça me fait... Comme s'il se faisait bouffer tout cru par un monstre. Ouais, exactement, avalé par un monstre. Ah, ça c'est bien dit parce que justement, j'allais vous en parler. Et pour ça, je vais vous montrer un petit peu la magie qui s'exerce ici. Regardez le plan juste avant. Oui, juste là. Regardez ce que fait le jeune conducteur. Vous avez vu? Bon, ça va très vite, je vous la repasse au ralenti. Il s'avance très très près de nous, la bouche grande ouverte, comme s'il allait nous avaler. C'est très furtif, mais ça donne cette impression que sur ce plan, il est avalé par la gueule d'un monstre. Alors oui, je sais, dit comme ça fait bizarre, et si vous commencez à réfléchir, vous n'êtes pas sorti, ça n'a aucun sens. Le garçon, c'est pas lui le monstre, c'est la victime, et pourquoi diable il se mangerait? Mais c'est oublier que notre cerveau de spectateur, à ce moment précis, n'est pas branché sur l'intellect. Il raisonne pas du tout, il est sous le coup de l'émotion, submergé par cet enchaînement rapide d'images où tout se confond.
c'est simplement suggérer, évoquer, éveillant notre peur viscérale de voir le croque-mitaine sortir du placard pour venir nous manger tout cru. Ça, c'est la force du cinéma quand le montage est au sommet de son art. Alors maintenant que le grand méchant loup a avalé le jeune conducteur sous les yeux horrifiés de sa petite amie, on va s'extraire à nouveau de cet intérieur étouffant pour recevoir en pleine figure la claque finale. Et voilà donc le plan large que la mise en scène s'est retenue de nous montrer pendant tout le massacre. Et du coup, d'avoir attendu le dernier moment, eh bien, on peut dire qu'il fait de l'effet, car on y voit regrouper toute l'horreur et la perversité de la scène. Horreur à la limite du grotesque. La voiture n'est qu'un amas difforme, le couple s'agite comme des pantins désarticulés à la merci de la horde, le motard sur le toit applaudit pendant que d'autres regardent, tous sont casqués, et c'est sur ce sinistre tableau que la scène se termine, en basculant sur un gros plan d'un corbeau et de son cri. Noir, silence. Donc vous avez vu, le montage nous fait bien sentir le carnage. Et si beaucoup de plans ont défilé sous nos yeux, ça n'a jamais été confus. Bien au contraire, les parties pris de mise en scène, notamment tout filmé en plan serré, sont incroyablement bien ficelés pour nous mettre dans l'action. On l'a étouffé avec le couple dans cet habitacle infernal, on ne savait plus où donner de la tête avec cet assaut qui venait d'absolument partout, on a senti l'acharnement démentiel qui s'est abattu sur notre petit chaperon rouge, la perversité débridée de la meute, et on a même cru voir le grand méchant loup manger tout cru une de nos deux victimes. Bon, alors, remettons-nous de nos émotions et allons découvrir ce qui se passe ensuite. On retrouve notre duo de flics, Max et Gus. Et assez ironiquement, ils sont en compagnie d'un couple et de leur rutilant véhicule. Ah bah c'est marrant ça, rouge passion comme l'autre. Eh oui, un autre petit chaperon rouge qui se promène tout seul. Et là, après ce qu'on vient de vivre, on sait combien il doit se méfier du grand méchant loup qui rôde. Ah mais ça y est, j'ai compris un truc là. Ah, t'as un commentaire à faire? Bah oui, un truc sur lequel t'as pas été assez perspicace, le corbeau là. Ça, c'est très bien vu. Ah bon? Bah oui, c'est comme le rouge tout à l'heure, c'est un symbole. Alors attends, le lapin tout à l'heure, ça voulait rien dire, mais là, le corbeau, tout de suite, ça a une signification. Les symboles, c'est quand ça t'arrange, quoi, en fait. Bah, c'est pas moi qui l'invente, tout le monde le sait. T'as le corbeau pour la mort, comme t'as le pigeon pour la paix et l'amour. Et comme à la fin du film, là, avec le type torse nu qui se plante un clou dans la main, et puis qui meurt quand même. Et là, il y a un pigeon qui s'envole. Pas plutôt une colombe? Attends, il meurt, et t'as un pigeon? C'est pas logique ça. Pourquoi ils ont pas mis un corbeau? Ben ils avaient peut-être pas de corbeau sous la main. Bah t'as pas des exemples avec des corbeaux? Ah bah si tu veux des corbeaux, il y en a tout un wagon là qui attaque des gosses. Dans le film avec la nana là qui quand elle arrive dans une ville, on sait pas pourquoi mais tous les oiseaux deviennent méchants. Même les pigeons. Ah bah ça, je l'ai vu. Ah bah là, si t'as tous les oiseaux, là, c'est pas clair. Bon bah alors, sinon t'as l'autre film là, avec le sale gosse qu'il faut surtout pas emmerder parce que son père, c'est le diable. Alors là, tu finis même pas la journée, hein. Ah mais ça aussi, je connais. Et là, il y a un corbeau et il est tout seul. Ah, bah voilà. C'est Damien la malédiction 2. Bon exemple. Bon, on peut arrêter avec cette histoire de symboles là, parce que si on commence à tout analyser avec des symboles, on va partir dans tous les sens. Oui, retournons à des choses plus concrètes. Parce que les symboles, c'est bien gentil, mais c'est tellement variable selon les cultures, les modes, les époques, que c'est vraiment s'engager dans des sables mouvants. Et en plus, il faudrait être certain que le réalisateur lui-même ait utilisé l'objet ou l'animal dans son sens symbolique. Oui, c'est vraiment se risquer de tomber dans le piège de la surinterprétation. Et surtout, c'est oublier la force évocatrice du cinéma, son pouvoir magique de donner du sens à tout, à travers le cadrage, le montage... Bon bah au lieu de t'exciter là, vas-y, dis-nous ce qu'il fout là ce corbeau. Eh bien, soyons pragmatiques. La première chose qu'on peut dire, c'est que son apparition arrive pour clôturer la scène, comme un dernier coup de cymbale avant de passer au noir et au silence. Et là, de façon purement visuelle et sonore, eh bien ces battements d'ailes plein cadre, le cri, viennent surenchérir l'apothéose de toute la scène. C'est clairement un moyen de nous surprendre, de nous faire frissonner, de nous clouer dans notre fauteuil, tout en nous faisant sortir de l'action. Bon, mais c'est pas tout, parce que je vous fais quand même remarquer que ce corbeau-là, il fait de mal à personne. C'est pas un corbeau qui attaque comme dans les exemples que vous avez cités. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce corbeau? Eh bien, il fait un truc tout simple, mais loin d'être anodin. Il regarde. Et il regarde quoi? Eh bien, la scène du drame, c'est évident. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Bon, en plus, c'est assez raccord avec le plan large filmé d'en haut, à hauteur d'oiseau. Et là, on retrouve un motif qu'on connaît très bien maintenant. Le regard point de vue sur la scène. Et oui, le fameux regard qui apporte de l'émotion. L'œil de celui qui a tout vu. Le témoin qui nous met à distance du drame pour mieux nous en faire ressentir l'atrocité. Alors je sais que des petits malins vont me sortir que le corbeau, incarnant traditionnellement l'oiseau de malheur, est ici une sorte de complice de la meute du toe-cutter, ou même l'incarnation du Night Rider, car on aurait presque entendu un cri de corbeau en voyant son cercueil.
Mais tout ça reste des suppositions, des interprétations, un raisonnement intellectuel qu'on est bien loin d'avoir quand on visionne le film, surtout la première fois. Moi je vous parle de l'impact émotionnel que ces images suscitent en nous. Et ce qui nous impacte, c'est qu'on voit ce corbeau regarder. Il est le voyeur. Et complice ou simple témoin, regard pervers ou horrifié, dans tous les cas, c'est ce frisson que ce corbeau procure. Ah, ça me fait penser au chat dans le vaisseau spatial, là, qui regarde le type se faire bouffer par un monstre. Et le monstre, c'est bizarre, il a pas d'yeux. Très bien trouvé. Alors le chat, lui, reste silencieux, mais oui, c'est le même principe. Le regard de celui qui assiste à l'horreur qui se déroule hors champ. Alors, j'ai été suffisamment perspicace ? Ouais. Eh bien, reprenons. Revenons à notre duo de flics. Ils reçoivent un appel pour se rendre sur les lieux où une bande de motards, on se demande laquelle, sème le trouble. Et sur le chemin, qui croisent-ils ? Hey fella, hey, stop! Oula. Ah, et ce plan est vraiment très efficace, de le voir fuir, cul nu, taché de sang, et qu'il se retourne terrifié comme s'il voyait toujours les monstres en train de le poursuivre. On imagine vraiment toute l'horreur qu'il a subie. Et puis il y a ce côté incongru de le voir comme ça dans les champs, au loin, qu'il se casse la figure. Un effet comique, malgré nous, qui souligne la cruauté de la situation. D'autant plus qu'il y a la réaction complètement décalée de Goose, qui, à 10 000 lieues d'imaginer ce que nous savons, commence à l'interpeller comme s'il s'agissait d'un exhibitionniste qui prenait la poudre d'escampette. Hey fella, you're a turkey, you know that? Ensuite, ils arrivent sur le lieu du drame. Au passage, petit détail, vous noterez la signature qu'a laissée la meute, là, sur le macadam. Alors, un de ces loups, justement, est encore présent, est complètement shooté. Et à travers les yeux de notre duo de flics, on découvre les dégâts. Encore une fois, l'image est très puissante. Notre petit chaperon rouge est complètement broyé, laminé, déchiqueté, et à l'intérieur, attachée au bout d'une chaîne comme une prisonnière, la jeune femme recroquevillée, terrorisée. Elle se met à l'écart et on la retrouve au premier plan, le visage à demi masqué par ses mèches, agrippé à la pierre, et tout derrière, dans le flou, Goose qui tente de la rassurer. Pas de musique qui vient surdramatiser la scène, l'image est suffisamment forte. Et l'émotion est amplifiée par le fait que c'est celui qui s'est montré le plus rigolard, le plus cynique depuis le début du film, qui se révèle là d'une sensibilité insoupçonnée. On le sent troublé, on ressent son humanité et sa compassion, et ça apporte un petit pincement à notre cœur de spectateur. D'ailleurs, à mon avis, la scène aurait largement perdu en intensité si ça avait été Max, à la place de Goose, qui serait venu chercher la jeune femme. Et en plus, vous allez comprendre par la suite, c'est bien Goose qui, sous une carapace de cynisme, est en réalité le plus sensible des deux. La scène se termine avec notre duo de flics qui réalise qu'ils ont là un petit copain du Knight Rider. Well. Et ainsi se termine cette fameuse scène de la présentation du grand méchant qui m'avait un peu secoué lors de cette projection à 16 ans. Et mais par contre, il y a d'autres films là qui m'ont remué l'estomac. Et comme le film là, avec le gars qui tabasse tout le monde, et puis on lui tient les yeux ouverts avec des pinces. Et après, il doit lécher les semelles d'une chaussure. Et l'autre, on suit un type là qui explique comment il tue des vieilles et les gosses. C'était un documentaire, ou je sais pas trop, c'était en noir et blanc. Et l'autre là avec les japonaises là, qui coupe des pieds, espèce de grand fil à couper le beurre. Et puis il y a l'autre là avec les deux types en blanc là qui arrivent avec des clubs de golf et puis qui torturent les parents et le gosse. Celui-là, je pouvais plus manger de pipas là pendant 2 semaines. J'ai vu tout ça, moi. Alors oui, des films violents qui me mettent mal à l'aise, j'en ai vu plein d'autres par la suite, et des largement plus troublants. Alors pourquoi celui-ci, cette scène en particulier, m'a spécialement marqué? Bah, 16 piges, t'étais plus sensible? Oui, sans doute, mais on est loin d'avoir tout expliqué. Ah, ce malaise, lorsque le film fait de nous des spectateurs impuissants devant la cruauté qui se déroule sous nos yeux. Mais qu'avons-nous vu au juste? Beaucoup de violence, me direz-vous. Mais concrètement, concédons au film d'avoir eu la pudeur de détourner notre regard au moment où les sévices corporels allaient véritablement s'abattre sur le jeune couple. Et justement, me rétorquerez-vous, c'est pour cette raison que la scène est intense, la suggestion ayant une force que les images ne peuvent égaler. Et vous auriez tout à fait raison, car là, George Miller a été très fort pour fournir à notre cerveau de spectateur suffisamment de matière en amont pour que le moment venu, on lâche les brides de notre imagination. D'abord, premier élément, et c'est le plus évident, le grand méchant loup et sa meute. Toute leur présentation nous a fait sentir à quel point la horde était soudée, obéissante et aussi puérile que perverse. Et il y a aussi un autre élément. La toute première apparition du chaperon rouge. Eh oui, rappelez-vous comment la voiture nous a été présentée, avec son jeune couple dénudé à l'intérieur. Elle a été immédiatement sexualisée.
Alors avec ses couleurs rouge flamme, elle nous est apparue comme la voiture de la passion charnelle, la voiture de l'innocence, la voiture du désir. Alors, lorsque la meute, dont on a pu voir qu'elle est en proie à des pulsions sexuelles, s'est déchaînée sur elle, l'a pénétrée d'une baramine, l'a lacérée à coups de hache, évidemment que nos yeux assistent là à bien plus qu'une voiture qu'on détruit. C'est déjà le viol qui commence là. On lui crève les yeux, lui perce ses orifices, jusqu'à lui charcuter son intimité et faire couler son sang. Alors évidemment, nous n'en sommes pas conscients, et les mots que j'ai utilisés pour vous expliquer ces allusions sexuelles sont forcément réducteurs, parce que le propre de la suggestion, c'est simplement d'évoquer, avec une subtilité qui dépasse le langage, de créer un trouble dans notre perception sans qu'on puisse véritablement le cerner, ce fameux petit quelque chose de si dérangeant. Et bien sûr, la suggestion s'est prolongée avec cet homme se faire avaler, puis après les sévices, ce plan où on le voit s'enfuir cul nu, terrorisé, et cette jeune femme traumatisée. Voilà donc la puissance cachée de toute cette séquence, une mise en scène hautement suggestive. Et ici, on est au-delà de tout symbolisme, on est dans l'évocation visuelle, bien plus puissante dans ce qu'elle peut déclencher au plus profond de nous. De l'association d'idées, d'images et de sons, du grand cinéma qui fait que oui, on a l'impression dérangeante que, comme ce corbeau voyeur, on a décidément tout vu. Voilà, maintenant tu sais à quoi il ressemble le grand méchant du film. Ben ouais, et donc pour toi, c'était ta première expérience dérangeante. Oui. Et je trouve qu'en matière de présentation de personnages monstrueux, ce film est vraiment au sommet de son art. Quelle concision, quelle fluidité, quelle richesse dans toute cette séquence. La découverte des personnages, la tension qui grimpe progressivement, le regard hypnotique, la meute qui s'amuse, le jeune couple qui prend peur, la poursuite jusqu'à son climax. Toute cette construction nous a permis de sentir l'horreur dont est capable ce grand méchant de l'histoire. Gourou mystique et sauvage, il se révèle également d'une force tentaculaire, car avec la horde qu'il dirige, il nous apparaît comme une hydre à plusieurs têtes. Sensation renforcée par les casques des motards qui, en plus de les déshumaniser, créent une impression d'unité menaçante. Et sa cruauté impitoyable, elle s'est mesurée à ses innocentes victimes qu'il a dévorées avec avidité. Un jeune couple épris de passion qui, d'une certaine façon, apportait dans ce monde de violence un peu d'amour et de pureté. Ce dont nous avons été témoins, c'est donc aussi, en quelque sorte, la sauvagerie qui a anéanti tout espoir d'une reconstruction d'une civilisation. Le grand méchant loup sorti de nos pires cauchemars pour croquer, pulvériser et anéantir nos rêves. Alors, Max et Goose auront-ils le dernier mot ? Ou seront-ils à leur tour dévorés par la furie que déchaînent ces cavaliers de l'Apocalypse ? Merci à tous d'avoir suivi cet épisode un peu tendu aujourd'hui, mais on se retrouve tous pour le prochain. Ah bah au moins on s'ennuie pas. On arrivera à la moitié du film où se déroule un grand bouleversement pour notre héros Max. Alors si vous avez apprécié notre compagnie, likez, partagez, c'est important pour la progression de la chaîne, et abonnez-vous pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et puis dites-nous si cette scène vous a également marqué ou pas, ou tout simplement apportez un commentaire quel qu'il soit, on adore vous lire. Et dernière chose, si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, rejoignez la communauté Tipeee. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier chaleureusement tous les tipeurs pour leur très grande fidélité. Et rendez-vous service, écoutez pas toutes les conneries qu'on vous raconte. Les meilleurs films, c'est ton cœur qui te le dit. Bon bah c'était dur. Hein. Je te l'avais dit qu'il fallait intervenir, mais tu voulais pas m'écouter. Ouais bon bah désolé. Hein. Mais maintenant que je sais tout ça, si je pouvais me le souffler au début de l'épisode, eh ben je serais à fond avec toi. Et puis je peux te dire que les deux oisillons là, je te les aurais fait décamper dardard. Ah bah ça serait super, mais revenir en arrière, c'est pas possible. Ah au fait, ça me revient le truc que je devais te dire au début. C'était quoi alors? Bon bah là, c'est trop tard. Bah d'y voir quand même. Bah c'était ça. C'est quoi? Bah, ce que tu viens de dire. Hein? Bah, de te rappeler de surtout soutenir l'autre, là, pour dire aux deux tourtereaux de dégager.
Bah, tu te foutrais pas de ma gueule, là? Bah non, c'est juste que je sais pas pourquoi, mais je voyage dans le temps. Ah, tu voyages dans le temps? Ouais. Ah, je me disais bien qu'il y avait un truc louche avec lui, là. Non, mais comment ça, tu voyages dans le temps? Bah, je fais des bonds en arrière. Des bonds en arrière. Bah oui, comme là, on a terminé l'épisode. Vous allez passer au suivant, mais moi, je vais rester ici. Et je vais retourner au début. Et je vais le revivre à nouveau. Hein, comme dans le film qui se passe dans la neige, là, avec le réveil qui sonne toujours à 6h00. Eh ben voilà, tout pareil. Et donc, quand ça sera terminé, là, dans les quelques secondes, tu vas retourner au début de l'épisode. C'est ça que tu essayes de nous faire croire. Et oui, et là, ça fait déjà un bon paquet de fois que j'y retourne. Combien? Ah ça, j'ai arrêté de compter. Et alors, comme dans le film, là, tu peux changer ce qui se passe? Eh, Ah, mais c'est génial, ça. Et tu vas pouvoir enfin servir à quelque chose. Et t'as ce super pouvoir et tu nous l'as jamais dit. bah, vous m'avez jamais posé la question. Eh ben, du coup, je vais te demander de me transmettre un message. Bah, dépêche-toi, c'est presque terminé. Non, mais tu vas pas croire à ces histoires, quand même. Ah, mais je suis sûr qu'il a raison. Ça fait plusieurs fois que je sens qu'il y a des trucs bizarres ici. Ah oui, moi aussi, hein. Alors, ton message, c'est quoi? Quand tu me verras, là, au début de cet épisode, dans mon passé, quoi. Eh ben, rappelle-moi qu'il faut surtout que je soutienne le gamin, là. Ah, bah, j'étais sûr que t'allais dire ça. Mais ouais, d'accord, je vais le faire. Eh ben, voilà, le problème est réglé. Eh ben, super, alors. On se retrouve au début, alors. Mais pourquoi t'étais sûr que j'allais dire ça? Bah, parce que c'était ça que je devais faire. Ah bah oui, évidemment. J'ai fini le paquet. Pourquoi je sens qu'il y a un truc qui cloche là-dedans?